Bonjour. Al-Farabi, philosophé à Bagdad au Xe siècle. Al-Farabi inaugure l'école de logique à Bagdad au Xe siècle. Un universel où s'harmonisent les sources grecques de la philosophie, exégèse du Coran et la poésie arabe. Il a en vue de former l'honnête homme ou l'âme cosmopolite, Al-Hadid. Al-Farabi, 870-950, second maître après Aristote. Il souligne combien le philosophe vivant dans une cité corrompue ou une cité gouvernée par le philosophe imam est en grave danger. Il recourt à l'image du monstre, de l'être hybride pour rendre compte de la présence de l'homme vertueux dans une cité corrompue. Il a lu le De Anima d'Aristote 200 fois et la physique 40 fois. Le turc est sa langue maternelle, mais sa pensée s'est déployée en arabe, sa langue propre. Bagdad, ville de paix, a vécu des troubles politiques où un calife devient mendiant. La philosophie a été transmise aux Arabes à partir de la langue grecque puis syriaque. Double intérêt de la logique et de la politique, il est guidé par la question de la perfection de l'homme et du bonheur. Le législateur est présenté comme étant inspiré par un art divin. Platon a évoqué le fait que le législateur véritable est celui qui ordonne les vertus humaines selon un ordre conforme. Le style est celui d'une conversation où le logicien est questionné sur des sujets. L'ignorance fait de l'homme un rêveur désorienté. Attiré par le soufisme, il prit des maîtres mystiques comme compagnons de son pèlerinage à la Mecque en 963. Dans son livre de la religion, il s'agit de savoir ce qui est approprié à un temps et une contrée déterminée selon quel type d'action vertueuse. L'enjeu est la remise en cause de l'autorité d'Aristote, qui est devenu un philosophe trop académique. L'homme poursuit une sagesse en se libérant des chaînes du sensible. Assumer la doctrine du Coran et reconnaître que l'homme est pleinement responsable de ses actes et que Dieu fait toujours le meilleur, animé par la justice et la bonté qui borne en quelque sorte rationnellement sa toute-puissance. Al-Farabi considère que l'esprit philosophique se distingue par l'usage des expressions en tant que et sous un certain rapport. La logique permet de distinguer le parler correct du parler incorrect, thèse défendue par Mata, la logique comme instrument. Pour Al-Sirafi, la logique ne transcende pas la langue. La logique est présentée comme un art du raisonnement ou selon un art de la parole où il est impossible de séparer l'énonciation de la signification. Paradigme théorétique, cosmologie politique, épopée, Al-Farabi construit un modèle de cité idéale dans le sens d'une simulation discursive qui va fonctionner comme un étalon de mesure de la cité réelle. L'autre cité se situe entre ce monde et l'autre monde, cité terrestre existant que dans le discours. Zeus est chez les Grecs le père de l'humanité sur qui s'arrête la cause. Al-Farabi présente la genèse de l'univers comme un moyen de rendre compte de l'origine de l'âme humaine et de la cité. Socrate fait l'éloge de Minos, fils de Zeus élevé dans l'art législatif, les lois de Minos étant les lois les meilleures. Avec Al-Farabi, il y a articulation de la loi avec la divinité et recours à l'épopée. Éloge du récit épique et de la loi divine en tant qu'elle inspire l'homme. Léo Strauss, l'idée directrice des Grecs et des Juifs est l'idée d'une loi divine comme une loi une et totale qui est loi religieuse, civile et morale. Ce n'est pas l'homme qui est au premier plan, mais bien Dieu.
acquisition de la félicité par le moyen d'un gouvernement vertueux qui réalise la félicité de tous. Le gouvernant vicieux est celui qui instrumentalise les habitants pour son bien particulier. Gloire. La philosophie ressemble à la religion vertueuse. La religion trouve sa destination en s'adressant à tous. Dialectique et rhétorique ont une fonction importante. Une religion est dévoyée lorsqu'elle prétend présenter des vérités que l'homme ne peut acquérir, ni par soi, ni par la démonstration. La religion est placée sous l'égide du gouvernant. La vertu contre l'ignorance est prise sous le paradigme théorétique du savoir. Le gouvernant vertueux règle action et opinion. Selon une capacité qui lui est inspirée par Dieu, il doit susciter des choses dans l'imagination de ses citoyens. Le rire est un catalyseur social. Religion vertueuse et philosophie sont identifiées, la démonstration comme étalon de mesure. Pour pouvoir affirmer l'existence de Dieu, il faut se donner les moyens logiques de le nier. Affirmation musulmane de l'unicité de Dieu. Son affirmation est niée aux autres divinités. Dieu est l'existant premier et la première cause, immatériel et sans forme définie. L'élément non aristotélicien est l'imagination. Rhétorique signifie d'abord éloquence. Al-Farabi considère que l'art de persuader relève de la logique et s'inscrit dans un long parcours éducatif. Souci d'harmoniser les philosophies. Le législateur est celui qui éduque en vue d'une habitus. Une fois qu'on a rendu univoques les significations, on peut persuader la foule de ce qui est utile de croire. Chacun légifère selon ce qui est le plus correct de son temps. La jurisprudence intervient, le juge doit avoir une excellente connaissance des coutumes et traditions. Il doit être un bon dialecticien. La cité est la forme que l'homme entretient pour activer son essence qui est d'être heureux. D'où une réflexion sur les vrais biens et les biens apparents. La vraie félicité est celle qui est recherchée pour elle-même, celle qui est propre à l'intellect. La félicité suprême n'est pas de ce monde. Dieu la connaît toujours, l'homme qu'à de brefs moments. Al-Farabi développe l'idée d'une continuité entre les habitus de vertu ici-bas et la félicité suprême au-delà. La philosophie comme science de la félicité suprême, art théorique le plus élevé, prudence. La méthode socratique permet de combattre l'ignorance, pur amour qui ne convient qu'à l'élite. La méthode Trasimaque convient aux jeunes gens et aux vulgaires, déplaçant graduellement le grand nombre vers un mode de vie vertueux. La philosophie comme art royal. La science politique est science du gouvernement, schème universel d'une administration selon la perfection. Il y a une délectation, un plaisir à accomplir la philosophie, une folie digne d'éloge, celle de l'homme possédé de l'amour du bien et de la quête des vertus pratiquées. L'obtention du bonheur est pratique et théorique autour de la perfection, telle des êtres divins parfaits. La perfection suppose un ordre. C'est au moyen de l'étude philosophique que la perfection cosmique peut être appréhendée par l'homme. N'oublions pas que la goutte d'eau, à force d'opiniâtreté, force le rocher. L'usage d'expressions poétiques de ce genre rattache Al-Farabi à toute une tradition poétique arabe. Le poème est un énoncé imitatif qui a une nature syllogistique au sens où notre plaisir poétique nous fait dire à l'écoute d'un poème « c'est bien cela ». Le bon sens, c'est ce qu'une culture stabilise d'elle-même, un esprit devenu rythme social. Les actions sont les discours qui exaltent Dieu et le glorifient, puis les anges, les prophètes, les rois vertueux, les gouvernements pieux, les prêtres enfin, c'est de réglementer les occupations des gens de la cité. La fin de la science politique est la félicité. La félicité ultime est celle qui fait suite dans l'au-delà. Les moyens de la science politique sont le gouvernement.
La philosophie enseigne la félicité, récension de toutes les actions, départ entre le vertueux et le non-vertueux et enseignement des actions, habitus vertueux des habitants des cités. Élevé dans la perfection en agençant un gouvernement à un autre plus vertueux jusqu'au rang d'un être unique. L'inspiration de Dieu, qu'il soit exalté, celui qui administre la cité vertueuse comme il administre le monde. Cela implique que le premier gouvernant de la cité vertueuse connaisse la philosophie théorique. Le but revendiqué est la félicité ultime. Le livre de la religion, préliminaire indispensable à l'étude de la philosophie, science qui permet de comprendre le monde comme ordre en assignant aux êtres physiques leur rang par rapport aux êtres spirituels. Ordre qui définit la perfection, connaître la fin visée par la philosophie. Le nom des sectes en philosophie provient du mode de vie de son école. Les péripatéticiens enseignaient en marchant afin que l'exercice du corps accompagnât celui de l'âme. La science d'Aristote est celle de la modification et du mouvement. Platon considère que c'est par la géométrie qu'il faut aborder la philosophie, car les démonstrations employées en géométrie sont les plus valides de toutes. Que nul s'il n'est géomètre n'entre auprès de nous. Théophraste commence par la correction des mœurs. Platon dit « Qui n'est pur et immaculé n'approche pas le pur et l'immaculé ». Hippocrate ajoute « Aux corps qui ne sont pas purs, toute nourriture est surcroît de mal ». Andronikos préconise la science de la logique, car c'est l'instrument qui permet d'éprouver le correct. La fin visée dans l'étude de la philosophie, c'est la connaissance du Créateur, cause efficiente de toute chose, lui qui a mis en ordre ce monde de sa générosité, de sa sagesse, de sa justice. L'action du philosophe est de s'assimiler au Créateur à la mesure de la capacité humaine. La voie que doit emprunter celui qui désire étudier la philosophie consiste à viser ses actions et à chercher à atteindre cette fin. La science complète passe par l'acte. Ne guère s'occuper d'autre chose, car la multiplicité rend confus et désordonné. La matière de la poésie, congruence des notions de l'âme et des rythmes, suggestion imaginative. L'objectif de la poésie n'est pas d'être fausse, mais son objectif et sa fin sont d'émouvoir l'imagination et la passivité de l'âme. La poésie est un discours agencé, suggérant l'image enserrée dans une cadence conforme, douée de phrases de cadence égale. Le livre de la poésie. L'énoncé imitatif est au syllogisme en puissance qu'Al-Farabi appelle illustration. Les Arabes ont prêté plus attention à la fin des vers en poésie que bien des nations. Le vulgaire considère que l'énoncé est poésie lorsqu'il est rythmé. Il n'est pas compté pour poésie, mais c'est un énoncé poétique. Mais rythmé et divisé en parties, cela devient de la poésie. Pour la tenue de la poésie, il faut l'imitation et le rythme. L'énoncé rhétorique, persuasif et frontalier, l'énoncé poétique, imite la réalité sur laquelle porte le discours. Agencer le discours au moyen de réalités qui imitent la chose. Suggestion de l'image, de la chose, l'objectif visé par les énoncés suggestifs d'image est d'inciter leur auditeur à accomplir la chose, à propos de laquelle l'image d'une réalité quelconque lui a été suggérée. L'énoncé poétique, c'est l'illustration. Le sage Platon s'était interdit de faire voir les sciences et de les dévoiler à tout le monde. Voix de l'énigme. Le but du législateur est le désir du visage de Dieu, qu'il soit glorifié, que chacun reçoive la mesure concédée par la loi. Le bien est seulement relatif et non absolu. Ce qui aiguillonne vers la vérité et l'intelligence, et le législateur vise des choses qui procurent l'intelligence aux âmes. Plus les gens de la cité sont des hommes de bien, plus leur gouvernement est divin et excellent contre vicieux. En ce qui concerne l'âme des citoyens, leur habitus et leur situation, et éduquer leurs âmes pour délaisser les actions qui sortent de la mesure,
consacrer un soin extrême aux ministres et aux hommes d'expérience pour les consulter. Le califat abbasside appartient, 1750 à 1258, à la même tribu que celle du prophète. La plupart des califes ont pour mère une esclave, cas du prophète Ismaïl, fils d'esclaves et ancêtre des Arabes. Conflit de légitimité entre Alide, descendant d'Ali, gendre du prophète, et les Abbassides, descendants de l'oncle paternel du prophète. Argumentation de la descendance par l'élément féminin Fatima, fille du prophète et femme d'Ali, ou par l'élément masculin Abbas, oncle du prophète. Il est légitime de se soulever contre un calife impie. Le vizir est un secrétaire, il administre les finances et a des talents épistolaires. Les vizirs font preuve d'un savoir encyclopédique et sont souvent des mécènes. Le gouvernement est entre les mains du sultan, c'est par héritage sans aucune allégeance que l'on est imam. La désignation testamentaire se substitue à l'allégeance. La Maison de la Sagesse a été créée en 832 de l'ère chrétienne, bibliothèque et groupe de traducteurs qui ont participé à la diffusion de la culture grecque dans le monde arabe. La légende veut que Al-Mamoun ait rêvé d'Aristote et lui demanda « Qu'est-ce que le bien ?» Il répondit « Ce qui est bien selon la raison, puis selon la révélation, et ce qui est bien aux yeux de tous. » Les premiers théologiens ont défendu une doctrine du libre arbitre. Dieu n'aime pas le mal. Le but de la politique est l'obtention du bonheur, le bonheur défini comme perfection, accomplissement parfait des facultés de l'homme. Les facultés de la partie rationnelle de l'âme atteignent leur perfection. 4 choses sont divines, les vertus, les plaisirs, la musique et la loi. La valeur éthique est première. Les fêtes constituent le lieu de mémoire de la cité, leur utilité est de renouveler la commémoration. L'acquisition de l'habitude est la vertu véritable. L'honneur est lié à l'éducation. L'ignorance s'oppose à la vertu qui se fait connaissance pour que la cité réalise la félicité naturelle et prépare la félicité future. L'imitation, c'est faire ce que le prédécesseur aurait fait en pareille situation. Le sage est celui qui sait passer du particulier à l'universel, de l'universel au particulier, sans commettre de sophisme. La philosophie doit prendre le masque de la sagesse pour mieux faire son entrée dans une société. La vertu s'oriente vers le bien, victoire contre soi-même. La cité vertueuse s'oppose aux cités imparfaites. La vertu est une habitude qui s'acquiert au prix d'une longue lutte contre les tendances opposées. L'individu vertueux est celui qui agit de manière vraie et correcte. Dieu est la vérité. L'individu remporte une victoire contre lui-même en s'appuyant sur ce qui est vrai, correct et droit au sens de ce qu'énonce la loi.